Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de cette édition. À la une dans l'actualité nationale, l'UGTD et l'UDT célèbrent la fête du travail qui coïncide avec le 1er mai de chaque année. Et enfin, dans l'actualité internationale, 3e jour des audiences de la Cour internationale de justice sur les obligations juridiques d'Israël. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais à l'occasion de la fête internationale du travail, l'Union générale des travailleurs djiboutiens a organisé, c'est devant leur siège, une cérémonie commémorative en présence de son secrétaire, M. Saïd Younous Ouaberi, des représentants syndicaux ainsi que de nombreux travailleurs venus réaffirmer leur engagement en faveur d'un travail décent. Cette journée a été marquée par un message fort en faveur des valeurs de justice, d'équité, de dignité dans le monde du travail. C'est le 1er mai 2025, marque une nouvelle étape dans la mobilisation syndicale en faveur d'un travail digne, d'un dialogue social renforcé, d'un avenir plus juste pour tous et pour tous les travailleurs. La fête internationale du travail célèbre chaque année le 1er mai, trouve son origine dans le mouvement ouvrier du 19e siècle, notamment aux États-Unis, où des travailleurs se sont mobilisés pour revendiquer la journée de travail de 8 heures. Un hommage aux ouvriers morts pour leurs droits. Le 1er mai a été choisi en 1889 par la Deuxième Internationale socialiste comme journée annuelle de mobilisation des travailleurs à travers le monde. Eh bien, l'ambassadeur de la Palestine a rappelé qu'aujourd'hui, cette journée est consacrée à la défense des droits des travailleurs, à la solidarité syndicale et à la promotion du travail décent et de la justice sociale, tout en servant de plateforme pour rappeler les luttes passées et exprimer les revendications à présent. Eh bien, pour plus de détails, écoutons le secrétaire général de l'UGTD. Tout d'abord, profiter de cette journée symbolique pour tout le monde du travail et saisir l'occasion pour adresser à mon nom personnel, ainsi qu'au nom du comité exécutif de l'UGTD, nos meilleurs vœux de succès, de bonheur, de santé et de prospérité, à l'endroit de toute la masse laborieuse djiboutienne et l'ensemble du peuple djiboutien, sans distinction. Il convient de souligner que la masse laborieuse djiboutienne, s'inspirant de la solidarité légendaire insufflée par le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour la cause palestinienne, a démontré une fois de plus sa détermination d'exprimer ouvertement à son tour son soutien au peuple frère palestinien. Autre commémoration à l'occasion de la fête internationale du travail, cette fois-ci c'est l'Union djiboutienne du travail qui a célébré à l'hôtel Émilie la journée internationale du travail, sous la présidence de M. Mohamed Youssouf, président de l'UDT, en présence de nombreux travailleurs, syndicalistes et invités, sous le thème dialogue social, constructif, facteur de promotion du travail décent et du progrès social. C'est une occasion marquante pour souligner les luttes passées et actuelles des travailleurs. Les participants ont réaffirmé leur engagement pour améliorer les conditions de travail et défendre les droits des salariés. Cette forte présence est un symbole de solidarité, mais aussi de la détermination des travailleurs à continuer la lutte pour un travail décent et plus juste, fondé sur l'équité et la justice sociale. La journée a aussi été un moment important pour rappeler l'importance de l'unité, du dialogue social, qui sont essentiels pour faire progresser les droits des travailleurs et garantir des meilleures conditions de vie. Un engagement renouvelé pour chaque travailleur puisse bénéficier d'un environnement de travail respectueux et digne. Il a noté que cette célébration fait suite à la déclaration solennelle du ministre, M. Omar Abdi Saïd, faite la veille du 1er mai. Dans sa déclaration, le ministre avait souligné les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de travail et garantir une justice sociale pour les travailleurs djiboutiens. Et pour plus de détails, écoutons l'un des membres du bureau. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nos travailleurs ainsi ceux du monde entier. Comme chaque année, le syndicat de l'IDT célèbre en ce jour du 1er mai 2025 la fête du travail.
En cette occasion, le président de l'IDT, le comité exécutif ainsi que les membres du syndicat présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'ensemble des travailleurs et travailleuses djiboutiens, ainsi que le gouvernement, les sympathisants, les organisations syndicales de base, les partenariats sociaux et notamment les patronats. Il est à noter que depuis l'infrastructure de notre chef d'État, Al-Haji Ismail Omar Guelleh, à la magistrature suprême, la femme djiboutienne fait une avancée significative dans plusieurs domaines, tout en occupant soigneusement des places dans les hautes sphères de la nation djiboutienne. Les femmes djiboutiennes, sous la houlette de notre première dame, Mme Khadra Mahamoud Haïd, présidente de l'INFD, revendiquent leurs droits sans relâche, quotidiennement et travaillent ainsi aux côtés de leurs hommes dans l'accomplissement de leurs devoirs afin de prendre part au développement du pays. Eh bien, sans plus tarder, écoutons les propos du secrétaire du président de l'UDT. Le slogan de cette année pour la fête du travail du 1er mai 2025, des salaires justes pour un travail juste. Respecter les travailleurs, c'est respecter l'humanité. Chers camarades, nos précurseurs, nos héros ont mené de longues luttes sur les terrains sociaux infranchissables et se sont adonnés à des combats inégaux, mais justes contre les employeurs et les détenteurs du pouvoir public, au seul fin d'instaurer un monde du travail, de fixer les conditions minimales de vie des travailleurs et d'instituer les normes et les libertés du travail, à un mot établir le syndicalisme libre et souvent au prix de leur vie. Je peux toutefois vous assurer que la femme et la jeunesse djiboutienne de l'UDT sont plus que jamais déterminées à assumer, comme d'habitude, les rôles de premier plan. Je voudrais profiter de remercier notre ministre du Travail chargé et de la formalisation de la protection sociale pour son engagement sans faille et constant dans la quête de l'amélioration des conditions de vie de nos travailleurs et travailleuses. Sous l'impulsion de la politique éclairée du chef de l'État et chef du gouvernement, Al-Haji Ismail Omar Guelleh, notre pays vit au rythme d'une croissance économique stable et continue progressivement. Eh bien, dans nos éditions de 15h, nous avions avec nous Asma Aboubakar Moussa sur les annonces marquantes de la déclaration du ministre du Travail, qui avait souligné les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions des travailleurs, a-t-il dit, la révalorisation plutôt des pensions minimales et la modernisation du Code du travail. Donc du 1er mai, coup de projecteur sur la fête du travail et les avancées sociales à Djibouti. C'est un discours attendu que le ministre du Travail chargé de la formation, de la formalisation et de la protection sociale a prononcé hier, donc à la veille de la fête du travail. Un discours qui fait à la fois le bilan des réformes engagées et trace les perspectives d'avenir. Parmi les annonces marquantes, la révalorisation des pensions minimales et la modernisation du Code du travail. Objectif, adapter le cadre légal aux réalités économiques actuelles tout en renforçant les droits des travailleurs. Le ministre a également salué la mensualisation des pensions, une mesure déjà en place qui vise à garantir une meilleure sécurité financière aux retraités. Autre priorité affichée, l'emploi des jeunes. En 2024, des milliers d'emplois ont été créés, grâce notamment au renforcement du rôle de l'Agence nationale pour l'emploi. Une réponse concrète donc au défi du chômage qui touche une large partie de la jeunesse. La sécurité au travail a aussi été au cœur des discours. Le ministre a appelé à une vigilance partagée entre employeurs et salariés pour garantir des conditions de travail dignes et sûres. Un discours qui se veut à la fois une reconnaissance des efforts accomplis et une feuille de route pour un travail décent et durable pour tous. Zoom à présent, ça m'intéresse sur le sens du 1er mai. Savez-vous que la fête du travail est célébrée dans 163 pays à travers le monde? Une date presque universelle qui trouve pourtant son origine aux États-Unis. Dans la ville industrielle de Chicago, retour en 1886, les ouvriers américains réclament une journée de travail limitée à 8 heures, une revendication qui débouche sur un mouvement de grève massif et qui vire au drame le 4 mai,
lors d'une manifestation violemment réprimée après l'explosion d'une bombe à Haymarket Square. 3 ans plus tard, en 1889, la deuxième internationale socialiste réunie à Paris officialise donc le 1er mai comme journée de lutte et d'hommage aux travailleurs. Depuis, le 1er mai symbolise les combats pour la justice sociale, les salaires équitables, la sécurité au travail et la limitation du temps de travail. À Djibouti, des avancées donc notables ont été réalisées dans ces domaines, même si les défis restent nombreux. Cette journée reste donc surtout un appel à la solidarité entre travailleurs. Elle nous rappelle donc que les progrès sociaux ont toujours été le fruit d'une mobilisation collective. Aujourd'hui encore, à l'heure des crises économiques, des inégalités persistantes et des transitions écologiques, la Journée internationale du travail porte un message fort, celui d'un avenir plus juste, bâti sur l'engagement et la solidarité. Le 1er mai donc n'est donc pas seulement un jour férié, mais un symbole vivant de la lutte pour la dignité, l'unité et les droits fondamentaux de chacun ce matin. Santé à présent, où dans un élan résolument courageux et protecteur, le ministère de la Santé déclare officiellement la mobilisation sans précédent de l'inspection générale des services de santé pour inspecter sans délai ni concession l'ensemble des pharmaciens, laboratoires d'analyse, cliniques privées et cabinets médicaux du pays. Cette initiative incarne une volonté ferme et intransigeante de placer la santé des citoyens au cœur des priorités nationales, en érigeant un bouclier impénétrable comme tout relâchement des normes de sécurité. Les équipes de l'IGSS, dotées des moyens renforcés et agissant sous l'autorité directe du gouvernement, mèneront des contrôles rigoureux pour s'assurer du respect scrupuleux des règles d'hygiène, de la chaîne du froid, des médicaments et de l'éthique professionnelle. Aucune entité publique ou privée ne sera épargnée par cette vigilance exemplaire. Les lois en vigueur récemment durcies pour refléter l'exigence populaire des transparences seront appliquées avec la dernière rigueur, sans distinction ni passe-droit. Cette campagne historique n'est pas une simple opération administrative, elle est le symbole d'un engagement solennel du gouvernement pour une santé juste, sûre et accessible à tous. En traquant le dysfonctionnement, en sanctionnant les fautes et en valorisant les pratiques exemplaires, l'État affirme son rôle de garant ultime de la vie. Parce que la santé n'est pas une marchandise, mais un droit sacré. Le gouvernement assume pleinement sa responsabilité pour éliminer les risques et restaurer une confiance inébranlable dans notre système de santé. À ceux qui doutent de notre détermination, des actes parlent plus fort que les mots. Les inspections et les inspecteurs ainsi que l'inspection sont lancés, les comptes seront rendus. La justice sanitaire s'appliquera sans détour ni délai. Eh bien, lors de sa déclaration, le ministre de la Santé a annoncé que son ministère avait lancé une vaste campagne de contrôle et de suivi des établissements pharmaceutiques. Écoutons-le. Ces dernières semaines, les équipes de l'Inspection générale des services de santé du ministère de la Santé ont intensifié leur contrôle auprès des pharmacies de la place. Les pharmacies jouent un rôle très important dans la politique en matière de santé. Les médicaments ne sont pas des substances comme les autres. Ils sont souvent utilisés pour combattre des maladies et donc sont utiles pour la santé de population. Mais si ces médicaments ne sont pas utilisés à bon escient, si leur conservation, leur stockage ne sont pas réglementés, ils peuvent nuire à la santé. C'est pour ça que nous avons une unité de contrôle et de supervision au sein du ministère de la Santé et qui veille à l'application stricte de la loi numéro 145 de février 1991 qui fixe les conditions d'exercice de la pharmacie en République de Djibouti. Après avoir effectué un certain nombre de supervisions et de contrôles auprès de ces structures privées, auprès de ces pharmacies, nous avons constaté beaucoup de dysfonctionnements. Je voudrais ici rappeler à tous
les pharmaciens, à tous les propriétaires des pharmacies de la place, de respecter scrupuleusement la loi numéro 145 de février 1991. Cette loi précise toutes les conditions de fonctionnement d'une pharmacie et surtout, elle réglemente la commercialisation des médicaments et l'utilisation d'une pharmacie en République de Djibouti. Le ministère de la Santé souhaite que dans chaque pharmacie, il y ait un pharmacien. Le ministère de la Santé souhaite également que les pharmaciens respectent les conditions d'hygiène, les conditions de transport, d'acheminement, de stockage et des ventes et les prix des médicaments en République de Djibouti. Eh bien, le ministre a rappelé que le gouvernement assume pleinement sa responsabilité pour éliminer les risques et restaurer une confiance inébranlable dans notre système de santé. Réécoutons le ministre. Nous allons continuer. Les équipes de l'inspection générale des services de santé vont continuer à poursuivre leur inspection auprès des pharmacies de la place, que ce soit à Djibouti-Ville ou dans les régions de l'intérieur du pays. Nous avons également constaté ces dernières années, ou ces derniers temps, au niveau des réseaux sociaux, et surtout au niveau de TikTok, nous avons remarqué qu'un certain nombre de personnes commercialisent ou font la publicité d'un certain nombre de produits à usage dermatologique ou à usage comestible, mais ces produits ne sont pas indemnes de tout problème. Certains de ces produits contiennent des médicaments. Le ministère de la Santé alerte ici la population à ce qu'ils redoublent d'attention et qu'ils n'utilisent pas un produit qui n'est pas autorisé par le ministère de la Santé. Nous allons continuer à réguler, à contrôler tous les produits qui rentrent à Djibouti s'ils contiennent des médicaments. Les équipes de l'Inspection générale des services de santé ont intercepté ces derniers mois des faux médicaments ou bien des produits à usage dermatologique ou des produits comestibles mais qui contiennent des médicaments. Nous avons, avec l'aide des services de les forces de défense et de sécurité, nous avons traduit les personnes qui ont fait introduire ces produits en République de Djibouti auprès des tribunaux de Djibouti. Je voudrais ici remercier les forces de défense et de sécurité, et en particulier la gendarmerie et la police nationale, qui nous aident au quotidien pour combattre ces fléaux et pour réguler l'autorisation ou l'admission des médicaments en République de Djibouti. Et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur dans le cadre du programme de retour volontaire des personnes en situation irrégulière en République de Djibouti, le ministère de l'Intérieur appelle les employeurs à s'acquitter dans les plus brefs délais des droits de ces personnes, à savoir les salaires et autres droits. Par ailleurs, le ministère dément les informations relatives à la régularisation des personnes en situation irrégulière. Fin de communiqué. Autre actualité nationale, un colloque organisé conjointement par la Cour des comptes et l'Inspection générale de l'État en partenariat avec l'IDI s'est clôturé le mercredi dernier à l'hôtel Haïla, Grand Hôtel Miri Mohamed.
International sur la coordination entre les corps de contrôle dans l'espace francophone subsaharien s'est clôturé ce mercredi dernier à Aïla Grand Hôtel. Organisé conjointement par la Cour des comptes et l'Inspection générale de l'État en partenariat avec UDI, ce colloque a mis en lumière l'importance d'une meilleure coordination entre les institutions de contrôle pour une gouvernance plus efficace et plus transparente. Les participants venus de plusieurs pays africains et d'organisations partenaires telles que l'UDI, l'Union africaine, l'UGAD ou encore l'Afrosaï ont salué l'exemple djiboutien. Tous venus débattre d'une question cruciale: comment améliorer la coordination entre les institutions de contrôle pour garantir une gestion rigoureuse, transparente et efficace de ressources publiques. Ce colloque a offert un espace de dialogue entre pairs visant à identifier les perspectives de coopération à l'échelle régionale. L'ambition est claire: bâtir une feuille de route commune permettant de renforcer les synergies entre ISC. Une feuille de route commune est attendue à l'issue de travaux pour consolider les acquis et renforcer la coopération régionale dans le domaine du contrôle public. La cérémonie de clôture a été marquée par les interventions de Mme Ismahan Mahmoud, première présidente de la Cour des comptes, et Hassan Issa Sultan, inspecteur général de l'État et secrétaire exécutif du FUJ. Les deux personnalités ont insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts des institutions de contrôle dans un contexte de demande croissante de transparence de la part des citoyens. Eh bien, l'inspecteur général de l'État, M. Hassan Issa Sultan, a souligné que cette colloque marque une étape importante pour renforcer l'efficacité de nos missions, a-t-il dit, et bâtir une gouvernance plus éthique et plus performante. Cet atelier organisé avec la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État et l'IDI, un organe de l'ITOSAI, est un atelier qui va apporter, c'est un colloque international qui voit la participation de plusieurs participants de l'Afrique, de l'UMOA et de l'IGAD, ainsi de la Commission africaine. Va parler sur la coordination des corps de contrôle dans l'espace francophone subsaharien. Nous pensons que c'est un thème très intéressant pour l'amélioration et la collaboration entre nos deux institutions, qui sont les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif et juridictionnel, et qui nécessite qu'on puisse en mettre en commun nos synergies pour un meilleur contrôle des deniers publics. Eh bien, la première présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud, a insisté dans son discours sur l'articulation entre la Cour des comptes et l'inspection générale de l'État, et qui est un levier, a-t-elle dit, essentiel pour garantir une utilisation rigoureuse des ressources publiques. Écoutons-la. Le colloque international a pour but d'identifier des synergies, d'engager des perspectives de coopération et de collaboration entre des organes, des corps, des institutions de contrôle des finances publiques qui opèrent dans le même espace. Si notre atelier régional clôturé hier s'inscrit davantage dans une relation de collaboration et d'échange d'expériences tissée dans le cadre de l'INTOSAI, je dirais de façon plus horizontale, ces échanges qui contribuent sans doute à améliorer l'efficacité de nos institutions, il convient de remarquer qu'un lien de collaboration dans le sens plutôt vertical s'avère très utile pour renforcer l'impact de nos institutions et organes de contrôle. En effet, le but ultime de l'exercice de nos missions de contrôle est de favoriser la bonne gouvernance au profit et au bénéfice de nos concitoyens. Cet objectif, partagé par tous les corps et institutions de contrôle, doit être l'élément central. Dans ce contexte, sachant que les ressources publiques sont de plus en plus rares, les exigences des citoyens quant à la reddition des comptes publics sont de plus en plus croissantes, notre périmètre d'intervention de plus en plus large, l'existence, je dirais, des missions de convergence entre les institutions de contrôle des finances publiques, de développer des liens de coopération et de collaboration sur le plan national me semble très utile et très importante. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors de la clôture de ce colloque. Toujours bien d'avoir une passerelle où les différents organes vont échanger sur leurs rôles respectifs, vont échanger sur les synergies
permettre donc de pouvoir réaliser plus de résultats parce que ce sont des organes qui sont complémentaires. L'ordre administratif est un organe de contrôle interne qui a des objectifs de prévention de la corruption, de la fraude, des objectifs de contrôle du système de contrôle interne. Et l'ordre externe également a des objectifs donc, de contrôle de la régularité donc, des comptes donc, de l'État. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'école yéménite de Djibouti qui a organisé dans la grande salle du Palais du Peuple une cérémonie solennelle marquant la fin de l'année scolaire 2024-2025 et honorant la 34e promotion des élèves de terminale baptisée Promotion Esprit d'Excellence. Placée sous le patronage de M. Abdallah bin Salem, doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Yémen à Djibouti, l'événement a réuni plusieurs ambassadeurs des pays arabes ainsi que des hautes personnalités du monde éducatif et institutionnel. Parmi les invités d'honneur figuraient M. Mohamed Abdallah Mayoub, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Abdelghib Mohamed, directeur de l'école, ainsi que le président du conseil fondateur de l'école, Hadj Abdurrahman Ahmed Taha. La cérémonie a également vu la participation de nombreux représentants des institutions partenaires et des sponsors, dont le soutien constant a contribué de manière significative au succès de l'événement et à la poursuite du parcours d'excellence de l'école. L'événement a été parrainé par CAC International Bank, Groupe Abou Ahmed, l'établissement DECO, ainsi Sava Africa Bank et l'établissement Wassel. L'ouverture a été marquée par l'interpellation des hymnes nationaux du Yémen, Djibouti, illustrant les liens profonds d'amitié et de fraternité entre les deux peuples. La cérémonie était riche en prestations artistiques et académiques brillants et assurées par les élèves. Moment fort de l'événement est le défi des diplômés empreint de sonalité. Parmi les moments les plus applaudis, la scène de solidarité avec la Palestine, interprétée avec émotion par les élèves, illustre la conscience des causes justes et leur soutien indéfectible au peuple palestinien. Dans son discours officiel, le directeur de l'école a exprimé sa profonde fierté pour les réalisations éducatives de l'année, soulignant que l'éducation va bien au-delà de l'apprentissage académique. Elle est une mission noble nécessitant un engagement collectif, a-t-il dit, une fierté constante aux valeurs fondamentales. Il a conclu en affirmant que la promotion Esprit d'Excellence est le fruit de nombreuses années de travail incarnant l'aboutissement d'un schéma exigeant sur l'élève et porteur d'un avenir prometteur. En conclusion, je voudrais, il a dit, adresser mes remerciements les plus sincères à son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de l'éducation une priorité nationale et qui œuvre avec clarté et ambition pour son développement. Je remercie, a-t-il dit, également le conseil des parents sous la présidence du professeur Kassim ainsi que toutes les personnes ayant contribué au succès de cette année scolaire. De son côté, le président du conseil fondateur, Hadj Abdurrahman Ahmed Taha, a prononcé un discours émouvant dans lequel il a retracé l'histoire de l'école et son parcours depuis sa fondation en 1991. Il a souligné que l'établissement ne s'est jamais limité à être un simple bâtiment scolaire, mais qu'il constitue une véritable lumière de savoir et un pilier de l'éducation ayant contribué à la formation des générations des jeunes conscients, enracinés dans leur identité nationale. L'éducation est désormais la voie incontournable vers la réussite et le progrès. Aucune nation ne peut aspirer à un avenir prospère sans science ni savoir. Depuis l'accession à la présidence, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, l'éducation a été placée au cœur du développement humain et national. Dans cette même dynamique, l'école islamique s'est engagée à former des générations de responsables capables de contribuer efficacement au développement de la société. Il a indiqué que depuis 1991, l'école a vu le jour avec un objectif clair, offrir un enseignement national de qualité, alliant authenticité, modernité et répondant aux attentes des familles djiboutiennes. Dès ses débuts, elle adopte des programmes éducatifs modernes. La planification des participations. Ainsi, je tiens à cette occasion à exprimer ma profonde reconnaissance aux membres du comité fondateur, aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à l'ensemble du personnel administratif et pédagogique pour leur dévouement sincère et constant, a-t-il conclu. Pour sa part, l'ambassadeur du Yémen, Abdallah bin Salem, a exprimé sa fierté et son admiration pour le rôle éducatif pionnier qui joue l'école yéménite
à Djibouti. Saluons l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative ainsi que les élèves qu'il a décrit comme un modèle de discipline, de persévérance et d'excellence. À cette occasion, pour nous, est l'opportunité de rendre hommage à vos efforts, a-t-il indiqué, et d'exprimer nos profondes reconnaissances pour vos précieuses contributions à cet accomplissement. Grâce à votre collaboration exemplaire, nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'une jeunesse instruite, préparée, tant sur le plan théorique que pratique, apte à relever les défis de la vie et à intégrer le marché du travail avec compétence. Depuis sa fondation il y a 34 ans, l'école islamique a déployé d'importants efforts dans le domaine de l'éducation, tant que pilier essentiel de la formation des générations, de leur préparation scientifique et culturelle, en phase avec les besoins du développement national. Cet établissement, a-t-il indiqué, d'excellence, distingue par son identité islamique et par un enseignement qui prospère la diversité des cultures. Ses rôles fondamentaux n'auraient pu être assurés dans le soutien attentif et à la gouvernance avisée de l'État représenté par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que l'appui constant du gouvernement djiboutien à travers ses différentes institutions, a-t-il conclu l'ambassadeur. Eh bien, comme je vous disais, le point culminant de la cérémonie a été la remise des récompenses aux élèves de la promotion Esprit d'excellence, accompagnés des applaudissements enthousiastes du public et des larmes de joie, de fierté des parents. Ils ont reçu leur certificat ainsi que des cadeaux symboliques en signe de reconnaissance dans une atmosphère solennelle marquée par l'émotion du passage d'une étape à une nouvelle ère pleine d'espoir et de promesses. La cérémonie s'est clôturée par une séance de photos souvenirs immortalisant ce moment historique dans la mémoire de l'école, ses diplômés, comme un chapitre lumineux du livre de réalisation de l'excellence, rappelant que l'école yéménite de Djibouti réaffirme à travers cet événement mémorable son engagement indéfectible envers sa mission éducative et son désir constant de former des générations conscientes, compétentes et prêtes à porter le flambeau du développement, contribuant activement à la prospérité de la société. Autre actualité nationale où le général de corps d'armée, Zakaria Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu sur le complexe de tir de la région de Oran pour assister à un exercice militaire conjoint entre l'armée djiboutienne et la base de soutien logistique de l'armée populaire de libération chinoise stationnée à Djibouti. À son arrivée, il a été accueilli par les officiers des deux armées, dont le commandant de la base chinoise, ainsi que par un piquet d'honneur composé conjointement des militaires djiboutiens et chinois. Le CMGA s'est ensuite installé sur l'observatoire prévu à cet effet, où il a suivi une présentation détaillée des objectifs des forces engagées, du scénario de l'exercice, avant d'assister au déroulement de la manœuvre. Eh bien, l'exercice est articulé autour d'un scénario tactique simulant une opération offensive en environnement semi-désertique avec franchissement successif de plusieurs lignes de contact ennemies simulées. L'objectif principal était de tester la coordination interarmée, de valider les procédures d'engagement en situation de combat réel.
L'action a été déclenchée par des tirs d'artillerie lourde visant à neutraliser les premières positions adverses. Cette phase a permis d'ouvrir les axes d'approche pour l'entrée en action des unités blindées qui ont ensuite pris l'ascendant en menant une percée rapide à travers les lignes ennemies simulées, soutenues par le feu indirect continu. Mécanisé, comme vous le voyez sur les images, est intervenu en troisième phase avec pour mission de sécuriser les points clés du terrain et de nettoyer les zones résiduelles, consolidant ainsi les gains obtenus par les unités précédentes. askari gala harligaynu leenahay hebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray Rappelons que tout s'est déroulé dans un strict respect des règles de sécurité sous le regard attentif du chef d'état-major général des armées et dans un esprit de coopération exemplaire. Direction d'Iridawa, où dans le cadre des excellentes relations de coopération et d'amitié qui unissent la République de Djibouti à la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le consulat général de Djibouti à Iridawa rappelle à nos concitoyens les consignes essentielles pour un séjour harmonieux et respectueux des lois du pays d'accueil. Circulation des véhicules touristiques. Pour les automobilistes djiboutiens, il est essentiel de respecter les consignes suivantes. Autorisation de séjour des véhicules. Avant de pénétrer sur le territoire éthiopien, veuillez à demander une autorisation de séjour pour votre véhicule valable jusqu'à 3 mois. Assurez-vous que la durée de séjour inscrite sur cette autorisation correspond à bien votre demande initiale. Prolongation de séjour. En cas de nécessité, vous avez la possibilité à demander une prolongation avant la fin de la validité de la première autorisation. Tampons de passage. Vérifiez scrupuleusement que les tampons d'entrée et de sortie ont été apposés sur votre passeport lors du passage aux frontières. Utilisation du véhicule. Une tierce personne n'est pas autorisée à conduire votre véhicule pendant votre séjour en Éthiopie. Cette restriction vise à garantir le respect des règles locales relatives à l'usage des véhicules étrangers. Eh bien, lors de la circulation des personnes, les touristes djiboutiens sont invités à respecter les dispositions suivantes. Respecter les lois locales. Il est essentiel d'observer les lois et règlements en vigueur en Éthiopie. Cette démarche contribue à renforcer les liens privilégiés entre nos deux nations. Rappelons que le tampon aux frontières, lors du passage aux frontières, et assurez-vous que votre passeport porte les tampons d'entrée et de sortie requis pour éviter tout désagrément. Eh bien, la durée de séjour, les séjours gratuits de 3 mois, les ressortissants djiboutiens bénéficient d'un séjour exempté de frais pour une durée maximale de 3 mois en Éthiopie. Les sorties obligatoires avant expiration. Nous vous rappelons qu'aussi vous devez quitter le territoire éthiopien avant la fin de cette période pour éviter toute pénalité. L'enregistrement à Iridawa. Dès leur arrivée à Iridawa, les Djiboutiens doivent s'enregistrer auprès du consulat pour toute assistance et information supplémentaire.
Et enfin, dans notre fait divers, dans un effort concerté pour lutter contre le phénomène croissant des vols à la roulotte, la brigade 345 de la gendarmerie nationale a procédé à l'interpellation d'un individu suspecté d'être l'auteur de plusieurs faits de vol. Ce dernier a été appréhendé suite à une série de plaintes déposées par des victimes décrivant un modus operandi similaire, car dans la nuit, les vitres de leur véhicule étaient brisées, des écrans tactiles dérobés. Face à l'afflux des plaintes, l'ensemble des brigades de la compagnie de Djibouti s'est mobilisé pour identifier rapidement le suspect grâce à des efforts coordonnés. Eh bien, la brigade 345 a pu localiser et interpeller l'individu dont les agissements étaient devenus une source d'inquiétude pour la population. Les perquisitions menées au domicile du suspect, mais aussi auprès des receleurs présumés, ont permis de découvrir 14 écrans tactiles des véhicules qui avaient été installés sur des bus de transport en commun après leur vol. Ce matériel a été saisi et sera restitué à ses propriétaires. Il est important de souligner que l'auteur présumé avait déjà été condamné pour des faits similaires par le passé. À l'issue de l'enquête, il a été déféré devant la justice pour répondre à ses actes. Dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la plus haute juridiction des Nations Unies tient des audiences sur les devoirs juridiques d'Israël alors que le système d'aide humanitaire de Gaza est au bord de l'effondrement. Myriam Mohamed. La juridiction des Nations Unies tient des audiences sur le devoir juridique d'Israël alors que le système d'aide humanitaire de Gaza est au bord de l'effondrement. Alors que le système humanitaire à Gaza frôle l'effondrement total, la Cour internationale de justice a entamé ce lundi une série d'audiences d'une semaine visant à examiner les responsabilités juridiques d'Israël concernant la facilitation de l'aide humanitaire aux Palestiniens dans le territoire occupé. Les audiences qui ont débuté le 28 avril et se poursuivront jusqu'au 2 mai font suite à une demande faite en 2023 par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'ONU a sollicité un avis consultatif de la Cour sur les obligations d'Israël au regard du droit international, notamment qu'après Israël a interdit à l'Office des secours et des travaux des Nations Unies d'opérer sur le territoire. Ces audiences se déroulent dans un contexte de crise humanitaire croissante à Gaza. Depuis le 2 mars, Israël restreint l'entrée de nourriture, de carburant, de médicaments et d'autres fournitures essentielles. Lors du premier jour, le représentant juridique de l'ONU ont ouvert les audiences suivies des déclarations de la Palestine, de l'Égypte et de la Malaisie. Aujourd'hui, la Cour entend la plaidoirie de la Turquie, du Pakistan, du Panama, de la Pologne, du Qatar, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Russie, de la France et de l'Hongrie et de l'Indonésie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés. Et à l'occasion de la fête internationale du travail, je vous souhaite bonne fête à tous.